Le spectre de la peur est vague et il est vaste. Il s'étend de la simple appréhension à la terreur pure, en passant par la petite trouille passagère. Et la peur elle-même peut se décliner à propos de 1001 choses. Il y a la peur du vide, de la chute, des araignées, du direct à la radio, du ridicule en direct. Il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur, de l'examen, du gendarme, de l'accident, de l'échec, de la solitude, de la foule, de la faim en 3 lettres aussi bien qu'en 4 d'ailleurs. Mais quel rôle la peur joue-t-elle dans nos existences? Et est-il possible de la maîtriser? Pour le savoir, je vous propose d'examiner ce que les scientifiques disent des origines et des mécanismes de la peur, et aussi ce qu'en pensent ceux qui, aventuriers, professionnels du risque ou sportifs de l'extrême, choisissent de l'affronter. Pour discuter de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Guerrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors je sais pas ce qu'il faut dire, vous êtes aventurier tous azimuts, notamment montagnard, et vous êtes l'auteur de 2 livres qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier s'intitule Éloge de la peur. Il est paru en 2019 et le second s'intitule Éloge du courage. Nous sommes en direct. Oui. Est-ce que vous avez peur? Bien sûr. Mais vous savez, la peur, il y a 2 paramètres qui me paraissent essentiels. Un, c'est l'intensité. Et 2, c'est la proximité du danger. Intensité, j'ai mesuré mon rythme cardiaque. Je suis à 80, 85. C'est acceptable. Vous faites souvent ça? Chaque fois. Pour mesurer, justement. Donc d'habitude, vous êtes à 60, j'imagine, et là, vous êtes monté à 85. Voilà. Donc, mais c'est acceptable. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu. Et puis, la réalité du danger, c'est effectivement la peur de ne pas être à la hauteur. Nous verrons. Alors, avant de parler de ce sujet de la peur, j'apprends que vous avez traduit un livre sur Ernest Shackleton, ouais, explorateur, écrit par Mirella Tonderini. Est-ce que vous pourriez dire d'où vient la fascination qu'exerce encore aujourd'hui cet explorateur de légende? D'abord, qui était-il et qu'a-t-il fait? Alors, Ernest, c'est un anglo-irlandais, forte personnalité qui, au début du XXe siècle, va se lancer dans des aventures antarctiques. Il va en faire 3, une fois avec Robert Falcon Scott, ensuite, etc. Et il va essayer d'atteindre le pôle Sud en vain. Mais par contre, il va se distinguer par la fameuse odyssée de l'endurance, quand son bateau est pris dans les glaces et il va dériver. C'est une odyssée de 500 jours. Et son titre de gloire, c'est d'avoir sauvé son équipage, malgré des difficultés extrêmes. Et ce qui me passionne chez cet homme, c'est la richesse de son caractère. Aujourd'hui, il est présenté comme un modèle de leader assez lisse. En fait, il était tout sauf lisse. Et il s'est révélé dans l'épreuve et il est devenu courageux par l'épreuve. On peut parler de courage ou plutôt de confiance. Ces hommes avaient confiance en lui. Oui, mais alors pas tous d'ailleurs. Ça, l'histoire. Il y a eu une petite rébellion. Il y a une petite rébellion, et puis il y avait des esprits un peu indépendants qu'ils trouvaient un peu grossiers, un peu trop optimistes à leur goût. Ce qui m'intéresse chez Shackleton, c'est que son optimisme forcené, je dis bien forcené, est un élément essentiel de son courage. Est-ce qu'il a connu la peur? Oh, bien sûr. Par contre, est-ce qu'il le montrait? Sans doute pas, parce qu'on était au début du XXe siècle. On était chez les Britanniques et il était de bon ton de cacher ses émotions. Alors ce livre sur Shackleton s'intitule Le Boss et on y trouve une citation de Shakespeare qui dit ceci: « J'ose tout ce qui sied à un homme, qui ose plus n'en est plus un. » Ouais. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui sied à un homme en matière de peur? Quand est-ce qu'elle devient trop? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on devient ce que l'on est, pour reprendre l'ami Frédéric Nietzsche, on ne devient ce que l'on est qu'en allant sans cesse au-delà de ce que l'on croyait être ses limites. Et chaque fois qu'on va dépasser ces limites, eh bien la peur est présente. Donc on devient ce que l'on est qu'en affrontant, j'aime pas le terme affronter, mais qu'en rencontrant ses peurs.
Enfin, Nietzsche, il allait même beaucoup plus loin que ça. Il dit le secret pour moissonner l'existence la plus féconde et la plus grande jouissance de la vie, c'est de vivre dangereusement. Oh, et d'ailleurs, il proposait de construire les villes sur le Vésuve. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, c'était vivre dangereusement. Alors, est-ce qu'on a plus peur qu'avant? Vous citez une chercheuse américaine en psychologie qui s'appelle Jean Marie Twenge, qui dit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la peur. Mais est-ce qu'on peut comparer les peurs qu'on éprouve à une époque aux peurs qu'on éprouve à une autre époque? Est-ce qu'elles sont commensurables aux autres? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que l'étude de cette sociologue est assez sérieuse et elle a prouvé en gros que les jeunes étudiants des années 2000, pour faire simple, étaient à peu près 2 fois plus sensibles à la peur que les étudiants des années 50. Oui, mais si on les mettait dans les mêmes conditions que les années 50, peut-être que très rapidement, le niveau de sensibilité à la peur ça se rehausserait d'autant. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les années 50 et 2000. Vous avez raison sur le fond. C'est qu'on est envahi par de l'information qui est génératrice de peur. Et moi, je pense que l'information, ce n'est pas la connaissance. Donc on est sur l'Ukraine, sur les élections, que sais-je encore. Enfin bref, il y a tout un flot d'informations qui nous parviennent, qui génèrent de la peur, sans que ça soit de la connaissance, parce que justement, ce n'est pas de la connaissance. Alors venons-en à la question proprement scientifique, Gérard Guerrier. Qu'est-ce que les gens qui travaillent dans les neurosciences nous disent de la peur? Ce qui la déclenche et comment elle se manifeste à l'intérieur, j'imagine, du cerveau principalement? Ouais. Beaucoup de choses. Alors, pour le problème, ça va être un peu compliqué, il va falloir qu'on simplifie un peu, si ça vous ennuie pas. En gros, le cœur des émotions, il est au cœur du cerveau. C'est le cerveau dit sous-cortical ou limbique, bien que les neuroscientifiques n'aiment pas l'expression cerveau limbique. C'est un cerveau qui est commun à l'ensemble des mammifères. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse de base. Et alors, si on revient à MacLean dans les années 70, où il présentait sa version du cerveau triunique avec le tronc cérébral, le cerveau reptilien, le cerveau mammal, donc le cerveau sous-cortical, et puis le cortex noble. En fait, on s'est aperçu depuis que c'est beaucoup plus complexe que ça, que le cortex et le cerveau dit des émotions, ils communiquent sans cesse, et notamment aussi avec le tronc cérébral. Alors, il y aurait 3 circuits de la peur. Il y a un circuit de la peur qui est commun à l'ensemble des mammifères, qui est relativement simple, réception d'un signal par le thalamus, envoi à l'amygdale, qui est un peu la tour de contrôle, qui va dire alerte ou pas alerte. Si alerte, hypothalamus, déclenchement de la glande surrénale, avec le système nerveux sympathique, le poil qui se dresse, adrénaline, etc. Donc ça, c'est commun. Le chat et l'homme ont le même circuit. Après, il y a un circuit, alors là, ça se discute, c'est le circuit long, où le signal est toujours envoyé à l'amygdale, sauf que là, il y a intervention du cortex, et notamment du cortex préfrontal, qui est le siège de la raison, et qui va faire appel à l'hippocampe, donc au souvenir, et qui va contextualiser la menace. Donc, un bâton qui nous fait sursauter lors d'une promenade en forêt, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est qu'un bâton, c'est pas un serpent. Alors ça, c'est probablement propre à l'homme. Et puis alors là, par contre, il y a un 3e circuit qui est vraiment propre à l'homme, c'est le circuit de l'angoisse. Alors, ce qu'il y a de formidable avec ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de signal extérieur. On se le fabrique nous-mêmes au travers de notre imagination et de nos souvenirs. Et on est capable d'arriver au même résultat physiologique, c'est-à-dire le poil qui se dresse, les tripes contractées, etc. Il y a quand même une différence, en tout cas les philosophes on distingue une très forte entre la peur et l'angoisse. Oui. Chez Kierkegaard, Schopenhauer, Heidegger, l'angoisse se distingue de la peur au sens où elle est toujours peur de quelque chose de particulier. Là, je parle de la peur, alors que l'angoisse n'est pas liée à une chose présente, ni à un phénomène perceptible. C'est une menace vague qu'on fabrique soi-même, comme vous dites. Ouais, c'est intéressant. Alors, Kierkegaard dit effectivement, il y a 2 sortes. L'angoisse, c'est quelque chose que l'on crée soi-même, qui vient de l'intérieur, qui est dû à des inconnus, à des interrogations, alors que la peur, c'est face à un signal extérieur. Mais ça, c'est intéressant parce que les intuitions des philosophes rejoignent les trouvailles des scientifiques. C'est-à-dire que dans le circuit de l'angoisse, c'est pas tout à fait l'amygdale qui va être la tour de contrôle de la peur. C'est une annexe de l'amygdale qui s'appelle le stria terminal, qui est le spécialisé dans les situations incertaines.
Et ce qui est intéressant, pour revenir au philosophe, il y a Heidegger qui dit l'angoisse, en fait, elle est générée parce qu'il y a une infinité de possibilités. Et ça nous donne le vertige. Et j'aime bien Jean-Paul Sartre parce que lui, il fait le lien. Il dit bah oui, évidemment. Celui qui se promène en alpinisme sur un chemin très étroit, il n'a pas tellement peur du vide tel quel. Bon. Il a peur d'éprouver sa liberté, de se jeter dans le vide. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que pour dire ça, il faut pas avoir fait d'alpinisme. On est d'accord. Il a dû monter la montagne Sainte-Geneviève par la face nord, non? Mais intellectuellement, c'est intéressant. J'aime bien cette hypothèse. Bah, c'est l'idée que la peur du vide, c'est le vertige de notre propre libre arbitre. Ouais. Et que la peur, c'est le fruit amer de notre liberté. Alors, pour revenir au cerveau, on parle d'adrénaline, vous avez cité le mot, on parle de cortisol. Ouais. Est-ce que tous ces mécanismes, toutes ces substances sont bien comprises dans leur fonctionnement? Je pense relativement. L'adrénaline et la noradrénaline, c'est ce qui va donc déclencher votre système nerveux sympathique. Donc là, vous êtes en alerte, vous avez la pupille dilatée, accélération cardiaque, accélération du rythme respiratoire, le poil qui se redresse. Ça, Darwin pensait que c'est un héritage de l'oiseau qui se fait plus gros pour effrayer l'ennemi, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant avec l'adrénaline, c'est quelque chose qui fonctionne très rapidement. En 80 millisecondes, tout ça est en marche. C'est vraiment un système d'alerte, mais ça peut pas durer très longtemps parce que ça va vous épuiser. Et donc, au bout d'un moment, le corps revient dans son état normal. Donc même si le danger subsiste. Même si le danger subsiste, c'est tout le problème. Et après, le cortisol va prendre le relais, mais là, c'est beaucoup plus long et on va passer en stress. Et donc, la période dangereuse, c'est évidemment la fin de la période alerte, et puis quand on n'est pas encore tout à fait en stress efficace. Alors, quelle est la dialectique qui existe entre la peur et le courage? Quelqu'un qui n'a pas peur, on pourrait donner l'impression qu'il a du courage, alors que simplement il n'a pas peur. Vous citez l'exemple d'un grimpeur qui est très célèbre, qui est même une icône chez les montagnards, c'est Alex Honnold, qui a escaladé en solo une paroi dans le El Capitan, dans 700 mètres. 700 mètres. Et il semblerait, quand on analyse par différents instruments, notamment quand on lui fait faire une IRM, en lui montrant des images qui sont terrifiantes, il réagit pas, il est complètement insensible, comme s'il était pratiquement psychopathe, dites-vous. Ouais. Alors, donc on peut pas dire qu'il est courageux. Moi je connais Alex, il est pas psychopathe. Le cas Alex est très intéressant. Il a manifestement un défaut d'amygdale. Alors, l'origine, je sais pas, est-ce que c'est inné à qui? On passe. Mais par contre, comme il est intelligent et qu'il n'est pas psychopathe, il est capable de reconstruire intellectuellement la présence de danger. C'est-à-dire qu'il remplace la peur par le raisonnement. Mais naturellement, lui n'a pas peur. Mais vous avez raison, le courage, d'abord, ça n'existe que dans les yeux des autres. On n'est pas courageux tout seul, on est courageux dans les yeux des autres. Mais est-ce qu'on est capable d'évaluer son propre courage? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, j'ai interrogé, pour mon bouquin, j'ai interrogé une 50aine de personnes que je pense courageuses. Et sur 50, il n'y en a que 2 qui m'ont dit oui, je pense être courageux. Alors que, honnêtement, les 50 méritent largement d'être courageux. Mais est-ce qu'on peut être courageux dans tous les secteurs? Vous citez l'exemple d'Éric Tabarly, qui était courageux en tant que marin, mais qui avouait sa peur d'être père. Oui, je vais même plus loin. Il n'existe pas de personnes courageuses. Il n'y a que des actes courageux. On est courageux dans les yeux des autres. C'est les autres qui vont vous donner cette étiquette. Et alors, le problème, c'est que les autres ne vont pas forcément savoir que vous avez un trouble de l'amygdale ou que vous avez des tendances un peu psychopathiques. Et donc, un psychopathe peut tout à fait être vu comme une personne courageuse. Alors que, philosophiquement, ce n'est pas du courage. Alors vous citez beaucoup d'alpinistes dans votre livre, Gérard Carrier, et pour cause. Notamment Jean-Michel Asselin, qui a tenté plusieurs fois de gravir l'Everest. Plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à atteindre le sommet, je crois. Et il dit ceci: pour faire des 8000, il faut étrangement se moquer de la mort pour ne rien perdre du désir de vivre. Oui. C'est-à-dire que pour se sentir vraiment vivant, il faut, comme le disait Lionel Terray, autre grand alpiniste, il faut engager la viande. Engager la viande. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Bah là, on est dans une notion du courage qui est vraiment très années 50 et 60, où on est très macho et on n'a pas peur et oui, on va engager la viande. Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Je pense qu'il y a la conscience est montée d'un cran.
Maintenant, ce qui est très intéressant vis-à-vis de ça, c'est la personne qui prend des risques, est-ce qu'il le fait pour flirter avec la mort et montrer qu'il est plus fort que la mort? Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, il le fait pour se sentir vivant. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, dans mon travail, j'ai vu que les sportifs extrêmes, il y a des tas de motivations. Il y a des tas de motivations. Il y a des motivations nobles. Par exemple, deviens ce que tu es, essayer de repousser ses limites, etc. Puis il y a des motivations qui sont moins nobles, rouler des mécaniques ou des tendances suicidaires, qui sont assez classiques. Vous avez l'anthropologue David Le Breton qui pense qu'une bonne partie des sportifs extrêmes, leur mobile, c'est de vérifier que la vie vaut bien la peine d'être vécue. C'est ce qu'il appelle l'ordalie. Le jugement des francs. Si ça passe, ça veut dire que la vie mérite d'être vécue. Si ça passe pas, je suis mort. Vous citez aussi, Gérard Guerrier, l'exemple d'un colonel de la Légion étrangère qui a combattu en Afghanistan et qui explique qu'on peut s'affranchir de la peur en se libérant de l'idée de la mort. Je le cite. Lorsque nous étions en Afghanistan, dit-il, mes camarades et moi-même, nous nous imaginions déjà tués. Il n'y avait alors plus de stress ni de peur, puisque mort, nous n'avions plus rien à craindre. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour s'imaginer comme déjà mort? Il faudrait lui demander. Moi, c'est pas mon cas. C'est pour ça que je suis relativement prudent. Mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit la bonne façon, la bonne méthode. Moi, je pense que c'est intéressant de s'imaginer vivant et d'agir en tant que tel. Est-ce qu'il y a des explications, disons, darwiniennes de la peur? Est-ce qu'on peut comprendre quelle est son utilité. Alors moi, j'ai une du point de vue de l'évolution. Ouais, j'ai une théorie là-dessus qui vaut ce qu'elle vaut, et puis bon, elle est pas vérifiée. Je pense que la peur est un produit de l'évolution. Si on prend un invertébré, exemple le moustique. Le moustique, il est sur la table, vous voulez l'écraser, et au moment où il va sentir le souffle de votre main, ou alors il va sentir l'ombre de votre main, il va s'envoler. Est-ce que c'est de la peur? Non. C'est de l'ordre du réflexe. C'est comme si on pose une main sur une plaque chauffante, on va la retirer tout de suite sans avoir peur. Le mammifère, qui est un animal quand même un peu plus évolué que le moustique, il va avoir donc ce circuit court, qui est quand même relativement élaboré, avec un degré d'intensité différente. Alors après, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il est conscient? Est-ce que l'animal est conscient? C'est-à-dire, oui, c'est moi qui suis attaqué, et donc j'ai peur à cause de ça. J'en suis pas sûr, et là, il y a débat. Et puis, par contre, l'homme a cette caractéristique. Moi, je pense que c'est une caractéristique propre à l'homme, c'est l'angoisse. Et l'angoisse, c'est un produit de l'évolution. Vous avez... oui. Quand vous dites produit, vous semblez suggérer qu'elle a été déterminée par l'évolution. Je pense. Et que c'est l'évolution qui l'a fabriquée d'une certaine façon. Mais alors dans quel but, entre guillemets? Même si je sais qu'on n'a pas le droit de donner des explications finalistes à l'évolution. Non, mais je pense que c'est un sous-produit. C'est un sous-produit de l'intelligence. L'angoisse se nourrit de quoi? Elle se nourrit de nos souvenirs. A priori, plus on est capable d'emmagasiner des souvenirs, plus on est apte à être angoissé. C'est un sous-produit de l'imagination. Quelqu'un qui n'a pas d'imagination n'est pas angoissé. Vous citez d'ailleurs, je crois, le médecin de Churchill qui avait remarqué pendant la Première Guerre mondiale que les soldats qui avaient le plus peur étaient les plus intelligents. Absolument. Est-ce que ça peut se mesurer, ça? Comment est-ce qu'on peut voir une corrélation entre l'intelligence et la peur au fond? Le problème, c'est qu'il faudrait interviewer, etc. Mais je pense qu'il y a une étude passionnante à faire là-dessus. Mais j'en ai discuté avec pas mal de psychiatres, notamment Christophe André, qui pense qu'il y a une corrélation entre l'intelligence et l'anxiété et l'angoisse. Mais là, on parlait de peur et pas d'angoisse. La peur, non. Pour moi, la peur, c'est un problème de sensibilité individuelle. Vous avez des gens qui ont une amygdale plus ou moins sensible que d'autres. Par exemple, on a parlé d'Alex Honnold, qui a une amygdale qui fonctionne au ralenti. Et puis vous avez des gens qui ont une amygdale qui fonctionne très bien. Là, vous venez de parler de la peur, mais est-ce qu'on pourrait dire des choses semblables à propos du courage? Est-ce que le courage est un produit de l'évolution? On comprend par exemple qu'une mère ours défendre ses oursons jusqu'à la dernière extrémité, mais pourquoi sauver, du point de vue de l'évolution, sans contrepartie, un inconnu? Un autre. Un autre.
Ça, c'est une grande question. Moi, je pense, d'abord, le courage, autant la peur, si vous voulez, c'est un produit neurobiologique, autant le courage, c'est un concept social et philosophique. Donc déjà, se mettre d'accord sur la définition du courage demande un peu de temps. Je pense qu'effectivement, que les êtres évolués sont plus courageux que les êtres non évolués. Et que l'altruisme, d'une certaine façon, pourrait être considéré comme un produit de l'évolution. Alors la peur, vous avez parlé de ces mécanismes, mais elle peut produire des effets après qu'elle a disparu. Ah oui. Elle peut traumatiser, Bien elle sûr. peut provoquer même ce qu'un alpiniste que vous connaissez sûrement, australien, qui s'appelle Greg Child, appelle des chaos spirituels. Toute chute, dit-il, lorsqu'on s'en sort en ayant frisé la correctionnelle, marque les nerfs au fer rouge. L'effroi revient comme un boomerang sous forme de cauchemar ou d'idées sombres. Ouais. Et il était allé dans le K2, qui est une montagne qui fait peur à tout le monde, et dont il disait qu'elle est la personnification géologique de l'angoisse. Ouais. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la peur, c'est une émotion. Mais c'est surtout la plus puissante des émotions. Il n'y a rien de plus puissant que la peur. Alors, de temps en temps, je blague comme ça, je dis, bon, vous pouvez être triste, ça vous empêche pas d'ouvrir le frigo et de chercher un yaourt. Vous pouvez être heureux, évidemment, même en colère, ça vous empêche pas de chercher un yaourt. Par contre, si vous avez peur, vous pensez pas au frigo. Vous avez peur, c'est tout. Donc, c'est ultra puissant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au niveau cérébral, la peur, elle est située elle est très proche de l'hippocampe. Donc, des souvenirs. Et en fait, on sait que les émotions sont des marqueurs de souvenirs, les marqueurs les plus importants d'ailleurs. Et la peur étant la plus puissante des émotions, c'est le plus marquant, c'est le point le plus marquant des souvenirs. Je vous donne un exemple. Moi, je fais beaucoup de deltaplane à une époque, pendant 10 ans. Je me rappelle aujourd'hui, 35 ans après, je pourrais vous raconter mon premier grand vol, minute par minute. Alors que mon 650e vol, je n'en ai gardé aucun souvenir, parce que j'avais pas peur. Mais ça veut dire qu'on s'habitue ? Oui, bien sûr. Mais on peut imaginer que la fréquentation successive du même danger, au contraire, va développer une peur de plus en plus grande. On s'y habitue pas, en fait. Si elle n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire, tout dépend le résultat de l'événement. Si je me crache à chaque fois, oui, c'est sûr que ces 53e vol, je serais terrorisé. Bon, il se trouve que je me suis pas craché 653 fois, suffisamment, mais pas 653 fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase d'un alpiniste, un autre, qui s'appelle Alexander Huber, qui dit « Plus faible est la peur, moins fort est le besoin de courage ». Ça semble logique, mais est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui, je pense. Je pense qu'un psychopathe n'est pas courageux. Un psychopathe, par définition, il a un déficit de l'émotion, donc son niveau de peur va être très faible, et donc ça lui pose aucun problème de sortir de la tranchée. Alors que moi, sortir de la tranchée, baïonnette au canon, etc., non, ça va être très très difficile. Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de courage sans peur. C'est une certitude. Par contre, attention, ça c'est le point de vue philosophique. Mais dans le regard des autres, ça va être très différent. Encore une fois, les autres vont pas forcément faire la différence entre un psychopathe et Gérard Guerrier au fond de sa tranchée. Ils vont voir un Gérard Guerrier crispé sur son lebel, et puis l'autre qui s'élance sur son échelle. Ils vont dire celui qui s'élance sur son échelle est très courageux. Alors que bon. Alors autre question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce qu'il est possible de cacher sa peur, de la cacher aux autres ? Ou est-ce qu'elle se manifeste d'une façon qu'on ne peut pas maîtriser ? Elle s'impose à soi comme aux autres d'une façon évidente. C'est intéressant parce que autant la peur est la plus puissante des émotions, mais c'est aussi l'émotion la plus transmissible. C'est pire que le virus, c'est plus qu'Omicron. Vous voyez quelqu'un avoir peur, immédiatement vous décodez la peur. Et ça, c'est toujours l'amygdale qui est au travail. Alors, néanmoins, par culture, par entraînement, on arrive à masquer la plupart des effets de la peur. Et notamment dans le domaine militaire, les patrons de section, etc., apprennent à contrôler leur peur et à ne pas trop la laisser paraître, parce que c'est pas que c'est honteux, mais que ça pourrait contaminer leurs hommes.
Est-ce qu'il peut y avoir, Gérard Guerrier, du courage sans peur, justement? Vous citez l'exemple, vous venez de parler des militaires, Napoléon Bonaparte avait coutume de dire à ses généraux, le vrai courage, c'est celui de 3 heures du matin. Ouais. Donc on pourrait le dire du boulanger, et à 3 heures du matin, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Par contre, il faut du courage pour se lever. Alors, comment est-ce que vous comprenez cette phrase qui a été commentée par André Gide? Si vous me permettez, je lis le commentaire. Ce que voulait dire là Bonaparte, dit André Gide, c'est que le courage auquel il accordait estime était celui où toute griserie, toute vanité, toute émulation fussent exclues. Un courage sans témoin, sans complice, un courage à froid et à jeun. Eh bien voilà, c'est ça le courage de 3 heures du matin de Napoléon. Il est 3 heures du matin, vous êtes sous votre tente, la canonnade commence, il n'y a aucun témoin et vous y allez. Et ça, c'est ce que j'appelle le courage vital. On pourrait en gros imaginer qu'il y a 3 types de courage, 3 grandes catégories de courage. Le courage physique, le courage de l'alpiniste, etc. Le courage social, qui est pas le plus facile, c'est-à-dire s'opposer à son groupe, ce qui est pas du tout évident. Et souvent, il est plus facile d'être courageux physiquement que courageux socialement. Je pourrais donner quelques exemples. Et puis le courage vital, le courage de 3 heures du matin. Alors, sur l'opposition courage physique et courage social, moi j'ai eu un exemple cette semaine, parce que j'en ai pas mal discuté avec les gendarmes du PGHM de Chamonix, qui ont fait un secours extraordinaire en crevasse il y a 10 jours. Le cas est le suivant, c'est un alpiniste qui est tombé dans une crevasse, mais dans une zone complètement minée, avec des séracs qui menacent de s'écrouler. Et la victime est coincée sous 4 énormes blocs, et on sait que ça va prendre des heures pour le sortir. Et là, les équipes arrivent, il y a un chef d'équipe qui envoie son secouriste en bas, il établit le contact, et le premier chef d'équipe dit c'est impossible d'abandonner ce gars-là, même si on prend un risque de se prendre le sérac sur la tête. Les autres équipes arrivent, avec plus de recul, moins d'émotion, et disent, attends là, on est en train de prendre un risque énorme, on risque d'avoir 3 ou 4 morts pour sauver quelqu'un qu'on n'est pas sûr de sauver. Et là, vous voyez, c'est pas évident d'être celui qui va contre le groupe. Donc le courage social, c'est souvent dire, non, on va renoncer, quitte à passer pour un peureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le courage social peut être plus dur à exercer que le courage physique. Bien sûr. Et là, ce qui s'est passé, eh bien, comme le chef de caravane de la première équipe avait le leadership, c'est lui qui a gardé ce leadership, il a continué à prendre le risque. Ils ont fini par le sortir, mais au débriefing, les gars ont dit, on a sans doute pris un risque déraisonnable. C'est intéressant, hein. Donc l'affaire s'est bien terminée. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Est-ce que vous diriez que Einstein était courageux? Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas pris de risque? Ah ben si, parce qu'il allait contre les théories newtoniennes, etc. Je suis pas un expert de la question. Il avait des arguments et il avait confiance dans ses arguments. Ça suffit pas d'avoir des arguments, il faut convaincre. Et pour ça, il faut du courage. Non, moi je pense que les grands scientifiques qui vont à l'encontre des théories de l'époque, je pense qu'il faut un peu de courage. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur les pionniers du vol sans moteur. Et il fallait beaucoup de courage à ces gens-là, pas seulement physique, mais pour remettre en cause des théories qui étaient jusque-là admises. Je pense à George Kelly, le scientifique britannique, le mathématicien britannique, qui au début du 19e siècle dit non, attendez, on va pas voler en battant des ailes. On va voler en mettant des ailes fixes. On le prenait pour un fou. Bon, je pense que le courage social d'Einstein était plus fort, non pas quand il a proposé la théorie de la relativité, mais quand pendant la guerre, la première, il a signé un traité contre la guerre, un manifeste contre la guerre. Ouais. Je pense que là, il a dû faire preuve d'un courage plus grand. Et ça, c'était en 1915 ou 14, au tout début de la guerre. Il était visionnaire, hein, parce que quand on voit le prix de cette boucherie. Alors, on posait la question tout à l'heure, mais j'essaie de retrouver une citation de Jankélévitch. Peut-on évaluer son propre courage? Ben moi, j'essaye, et à chaque fois, j'arrive à la conclusion que non, c'est pas du courage.
Alors d'abord, il faudrait définir le courage. Bon, moi, je donne une définition. Une définition qui est intéressante, c'est celle que m'a dite Max Blasco, le commando montagne qui est mort en octobre 2021 au Mali. Et Max, qui était pas un grand philosophe, il avait une définition du courage qui était assez bien, qui disait c'est faire quelque chose contre nature, pour le bien d'autrui. Et là, on retrouve, j'aime bien le contre nature, c'est-à-dire qu'il faut forcer sa nature. Quelqu'un qui est courageux naturellement, ça n'existe pas. Alors après, moi, j'ai défini 4 dimensions du courage pour essayer justement de quantifier et de juger du courage. C'est la lucidité, la persévérance, l'élan, la fameuse force, et là on va revenir à Jankélévitch, et puis la dimension morale, le noble objectif. Et dans ces 4 dimensions, la dimension la plus mystérieuse, c'est évidemment l'élan, la force, savoir d'où nous vient cet influx. Et ça, c'est un mystère. Et à chaque situation, à chaque personne, son mystère. Exemple, je pense au colonel Beltrame, qui s'est suicidé, entre guillemets, à Trèbes pour sauver une caissière. Quelles sont les sources de ce courage? Est-ce que ce sont ses lectures d'enfants? Une certaine imagination du rôle de ce que devait être un gendarme? Sa foi? On n'en sait rien. Il a emporté ça dans sa tombe. Est-ce qu'un courage, Gérard Guerrier, peut être contraint? Quand on est obligé d'être courageux, est-ce qu'on est encore courageux? Non. Vous citez l'exemple d'un jeune ingénieur américain qui s'appelle Aaron Ralston, ouais, qui a fait quelque chose que je trouve de très courageux. Il était en train de marcher dans des canyons en Utah, je crois, et puis une pierre est tombée, lui a bloqué le bras. Et un peu comme mon affaire de crevasse, sauf que là, il était tout seul. Il était tout seul et il a fini par décider de se le couper lui-même. Avec un canif. Avec un canif pendant des heures. Ouais. Il était obligé, lui, de cette façon. Non. Il avait le choix entre 2 solutions. Rester. Et mourir. Mais c'était la nature, entre guillemets. La nature voulait qu'il reste et qu'il meure. Et contre nature, il se coupe le bras au niveau du coude avec son canif, avec une lame de 4 cm. Est-ce que vous diriez qu'il était courageux? Qu'il a été courageux? Oui. Parce qu'il y avait libre arbitre. Il y avait conscience et libre arbitre, qui sont les 2 conditions nécessaires pour être courageux. Si vous n'êtes pas conscient, si vous êtes fou, vous n'êtes pas courageux. Si vous n'avez pas le choix, le gladiateur qu'on pousse dans l'arène, il n'est pas courageux. C'est un gladiateur qu'on pousse dans l'arène. Oui, mais s'il y a un événement surprise, vous n'avez pas le temps d'exercer votre libre arbitre. Et il peut y avoir des comportements qui se révèlent courageux, d'autres non, sans qu'il y ait eu l'exercice d'un jugement au préalable. C'est intéressant. Une espèce de loterie qu'on ne peut pas calculer à l'avance. On n'est jamais... Dans une même situation, des personnes différentes vont se comporter différemment sans que leur libre arbitre ait jamais été vraiment sollicité. On n'est jamais certain de se conduire courageusement. Ça, c'est sûr. Mais je pense que le courage, il faut toujours un libre arbitre, sinon le courage forcé n'existe pas. Mais après c'est ma position et c'est ma définition du courage. Alors je vais déplacer ma question, Gérard Guerrier. Est-ce qu'il y a des médicaments contre la peur? Oui. Auquel cas, bien sûr, on pourrait travailler la peur par l'apport de chimie. Mais ça s'est fait. Oui, pendant la guerre de 40 avec les Allemands. Même avant. Alors ne parlons pas des Vikings qui se shootaient aux amanites, les amanites, vous savez, les champignons à point blanc, la rouge à point blanc. Bon, ça c'est une chose. Mais plus récemment, tiens, vous me parliez de Shackleton. La pharmacie de Shackleton et de Scott, il y avait de la morphine, il y avait de l'opium, il y avait des amphétamines. Un peu d'alcool. Pas mal d'alcool, pas mal, beaucoup d'alcool. Et puis, Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, lors de l'invasion de la France, ils vont donner, alors je me rappelle plus, mais des méthamphétamines à leurs soldats pour qu'ils puissent non seulement se tenir éveillés pendant 3 jours, mais en plus faire preuve de courage. Enfin, mais est-ce qu'il a engendré une mortalité énorme? Oui. Avec des comportements suicidaires. Alors sur la campagne de France, pas trop. Mais par contre, les Anglais qui étaient jaloux de ça, ils ont inventé aussi leur propre méthamphétamine. Ils en ont gavé les soldats de Montgomery lors de l'offensive contre Rommel.
Et aussitôt équipés de chars Sherman, ils sont allés au combat et je crois qu'il y a eu 80% de pertes, ce qui fait que les Anglais ont vite arrêté ce type d'expérience. Par contre, dans les sous-marins, je crois qu'ils continuaient. Mais là, est-ce que c'est du courage? Ben non, bien sûr que non. Il n'y avait pas de peur. J'ai un blanc. Non, pas... C'est l'angoisse du direct. C'est l'angoisse du direct. Solzhenitsyn, c'est lui que je cherchais. Ouais. En 1974, à Harvard, il a prononcé une conférence célèbre, Le déclin du courage. Le déclin du courage. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que c'était une critique du matérialisme américain, du souci de confort? Chose qu'on retrouve un peu dans la rhétorique de certains belligérants aujourd'hui. Bien sûr. Solzhenitsyn, il faut voir d'où il vient. Hein. Il vient de l'Empire soviétique avec son univers concentrationnaire. Solzhenitsyn qui était très courageux parce que justement il a été envoyé au goulag parce qu'il avait écrit à un de ses collègues une lettre assez critique contre Staline, assez satirique, et du coup il a fait je sais pas combien d'années de goulag, mais une vingtaine d'années. Il en sort, finalement il est libéré, il s'exile aux États-Unis du côté de Boston. Et là, il prononce aux étudiants d'Harvard un discours fameux sur le déclin du courage, où il fait la critique de la société occidentale consumériste et capitaliste. Donc c'était marrant parce que, et en gros, il venait d'un univers concentrationnaire et d'une certaine façon, il avait l'impression de retomber dans quelque chose et il disait, ben voilà, vous, à force d'être consommateur, vous avez perdu tout courage et en fait, il annonce le déclin de la société occidentale. Alors on peut ne pas être d'accord avec lui. Hein. Oui, il leur reprochait de viser le ventre plutôt que la tête. Tout à fait. Tout à fait. Et vous dites aussi, là je reviens à l'évolution, ou à la biologie plutôt, que l'adolescence est un champ de mine. C'est une période très, très dangereuse. Ouais. Et est-ce que ça s'explique biologiquement? Oui. Alors moi j'étais fasciné par comment le courage ou la peur évolue avec l'âge. Et en prenant ma propre personne, mais donc j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait, et en gros, pour faire simple, plus on vieillit, plus on a peur. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, par contre, on est un peu plus sage. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 15 et 30 ans? Entre 15 et 30 ans, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, chez les garçons, on va parler il y a testostérone. Vous avez le circuit de la dopamine qui fonctionne à fond, donc c'est ces circuits de la récompense qui vous encouragent à prendre des risques. Vous avez le circuit de la sérotonine qui fonctionne au ralenti. La sérotonine, c'est ce qui aurait pu vous modérer. Vous êtes à la recherche de vos limites. Vous voulez faire le beau devant votre copain parce que votre ego, il n'est pas complètement formé. Bon, bref, c'est vraiment un pouce au crime. Et par contre, vous n'avez pas de frein. C'est ce qui explique la mortalité extrême de cette classe d'âge. Et j'oubliais un truc très important, ça je l'ai découvert, c'est que votre cortex préfrontal, il n'est pas encore complètement câblé. Moi je pensais qu'à 18 ans, puisque à 18 ans on est capable d'aller en maths sup et de faire maths spé, etc., qu'on était vachement bien câblé. Pas du tout. Le câblage, ça se termine vers 27-28 ans en moyenne dans nos sociétés occidentales. Donc vous voulez dire qu'il faudrait prolonger la durée des études ? Non, il faut juste prendre conscience qu'à 18 ans, on n'est pas encore complètement câblé. Et le problème, c'est que moi, à 18 ans, je vous assure, j'étais persuadé d'être très bien câblé. Mais est-ce qu'il y a une différence du point de vue des peurs, mais aussi du point de vue du courage entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est des choses qu'on peut observer? C'est une question délicate. Là, vous m'emmenez sur une pente parce que le glissante. Courage est souvent associé à des prouesses masculines, oui. Dans l'histoire des mythes, par courage exemple. Physique. J'ai une théorie, mais elle vaut ce qu'elle vaut et je me prête à toutes les critiques. Je pense que les femmes, globalement, parce qu'on va toujours trouver des exceptions, mais toutes choses égales par ailleurs, sont beaucoup plus sensibles à leur environnement que les hommes. Alors, inné acquis, j'en sais rien. On oublie ça. Mais elles ont beaucoup de difficultés à abandonner une vue à 360 degrés. L'homme a une capacité à être focalisé sur son objectif. Quand on est focalisé sur son objectif, on ne voit pas tous les signaux extérieurs. Et donc, on peut apparaître comme moins peureux, plus courageux. Mais c'est une illusion. Parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles à leur monde extérieur, à leur entourage.
Et donc, quand elles font quelque chose, ça va leur demander plus de courage que le psychopathe moyen, pour faire simple. Bon, il y a sûrement des exceptions, évidemment. Il y a énormément d'exceptions. Vous dressez un portrait d'Elisabeth Revol, une alpiniste qui a connu une descente dramatique du Nanga Parbat avec un compagnon polonais, je crois, qui est mort au cours de la descente. Et elle explique qu'en fait, elle a moins peur en montagne que lorsqu'elle est dans la vallée. Ouais. Et que la montagne est un lieu qui la rassure par rapport aux angoisses que lui procure la vie en société. Si elle était à ma place, elle serait terrorisée. Elle fait les 8000 mètres, quasiment en solo. C'est une alpiniste extraordinaire, mais elle a peur du groupe, elle a peur du regard des autres, etc. Mais bon, chaque cas est unique et son cas est unique. Qu'est-ce que les philosophes, d'une façon générale, disent à la fois de la peur et du courage? Est-ce qu'ils les lient comme vous le faites? On pense à Platon, par exemple, à Aristote, on a parlé d'Heidegger pour l'angoisse, mais pour le courage, par exemple. Alors, c'est intéressant parce que autant la peur, les philosophes l'ont un peu délaissée. C'est venu assez tard, finalement. C'est venu au 19e siècle. Enfin, Spinoza s'en est un peu occupé. Mais c'est surtout le 19e siècle. À l'inverse, le courage, ça a été une préoccupation de tous les moments de la philosophie antique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la mutation du courage en fonction de l'époque. Entre Homère, où le courage, en fait, c'est d'abord un courage physique, c'est le courage du héros qui va vers la gloire, source d'immortalité. Et puis, le courage de Platon, qui est le courage éclairé, et le courage d'Aristote, qui est le courage du juste milieu. Enfin, toutes les vertus sont du juste milieu, donc trouver le bon équilibre. Et puis après, ça va encore évoluer. On va arriver aux premiers philosophes chrétiens, je pense à Thomas d'Aquin et Saint-Augustin, qui vont dire non, le courage, c'est pas le courage de celui qui fait des exploits physiques, c'est celui qui s'oublie au bénéfice du Dieu. Et c'est intéressant, parce que c'est un courage des premiers chrétiens qui s'approche assez bien du courage dit bouddhiste, où le courage, c'est finalement l'oubli de soi, de se libérer de son ego pour être disponible, pour être bienveillant vis-à-vis des autres. Mais le courage continue. Il y a encore des philosophes qui continuent à s'occuper du courage. Je pense à Hannah Arendt, et là je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Elle dit le vrai courage, c'est le courage qui est au service des autres. Le courage personnel n'existe pas. Le vrai courage. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on n'est pas devenu ce que l'on est, ça sera très difficile de se mettre au service des autres. On est d'autant plus au service des autres que l'on sait qui on est. Et j'en veux pour preuve que des gens comme Isabelle Autissier, par exemple, qui a affronté les 50e hurlants, que sais-je encore. Aujourd'hui, elle est présidente de WWF. Vous aviez Fridtjof Nansen, un grand explorateur polaire qui a fait des choses incroyables, qui a eu le prix Nobel de la paix pour son travail sur les réfugiés arméniens, notamment, etc. Donc moi, je pense que les deux sont liés. On a parlé tout à l'heure d'alpinistes qui n'ont en fait pas peur, ce qui donne l'impression qu'ils sont courageux. Est-ce qu'inversement, il peut y avoir une addiction à la peur? On va la chercher pour se sentir vivre. Alors, il y a deux choses là-dedans. L'adrénaline, chimiquement, n'est pas addictive. Donc, les gens qui vous disent « je suis drogué à l'adrénaline », non, ça c'est du pipeau. Par contre, l'adrénaline décuple vos capacités, certaines capacités physiques, et donc vous vivez intensément quand vous êtes sous adrénaline. Et surtout, quand vous avez surmonté le danger, vous avez une montée de dopamine qui est le neurotransmetteur de la récompense, et là par contre c'est addictif. Et moi je peux dire par exemple, pendant 10 ans, j'ai été dopé à la dopamine avec mes vols en deltaplane, ignorant complètement mon monde extérieur. Il n'y avait plus que le vol qui comptait. Merci Gérard Guerrier. Est-ce que vous connaissez, parce qu'une émission sans anagramme, c'est pas vraiment une émission, l'anagramme de les sports extrêmes, on en a parlé? Non, je suis pas très doué pour ce genre de sport. Les sports extrêmes, ça donne et les morts express. Ça va bien ensemble.